de situer cet ensemble. Et pour ceux qui veulent savoir un peu plus, je suis toujours à la disposition. Il y a presque toutes les typologies concernant les armes d'astre. Et si vous les regardez, les premières ont des lames très épaisses, type hache, croc. Et petit à petit, que les années passent, en arrivant à la fin du XVIe, les lames sont de plus en plus ajourées. Comme par exemple toute cette série, où on commence à sortir des dessins type aigle, ou alors pour les deux autres hallebards des extrémités qui correspondent aux gardes de Louis XIV, du roi Soleil, d'où que l'emblème est au centre. Au niveau de la partie devant de ces armes d'astre, il y a une série de pièces d'artillerie. Et en réalité, la différence des armures noires et des armures blanches, elle réside simplement que les armures noires sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Donc, elles sont peintes et soit elles sont brunies. Donc, on lui donne cette couleur à travers un vernis et une chaleur qui lui donne cette couleur. Donc, bruni, ça peut prendre des couleurs bleues, blanc ou même rougeâtres. Mais on utilise la terminologie bruni. Donc, les armures noires, malgré toutes les traditions genevoises, ce n'est pas pour qu'on ne les voit pas dans la nuit. C'est vrai qu'une armure noire, on les voit moins dans la nuit qu'une armure blanche. Mais autant les Genevois comme les Savoyards avaient des armures de ce type. Pas des autres. Les autres sont de la cavalerie genevoise des années 1575, donc 25 ans avant l'escalade. Et les gens qui utilisent à ce moment-là du pistolet, il est clair qu'ils ne peuvent pas viser à travers la rainure de l'armée de ce type d'armure. Et on répète, et on fait des... Eine Frage an alte gestandene Schweizer Historiker. Meine Tochter ist Kunsthistorikerin. Die hat ein Bild vorgelegt bekommen mit einer Schweizer Burg und möchte diese Burg gerne. Ich soll versuchen, was ich rauskriege. Ich soll versuchen, was ich rauskriege. Naja, die Brauerei gelandet Bernburg, ja. Ja. Und wer hat es bezahlt? Cette maison a toujours habité, ce qui veut dire que cette maison
a souvent été transformée pour les besoins de ses habitants, de ses propriétaires, qui l'ont mise au goût du jour, qui ont introduit certaines commodités. La famille Calampini, qui est une famille du refuge religieux italien, au début du qui appartient à la ville de Genève, qui est un musée consacré à l'histoire de Genève, à l'histoire urbaine et à la vie domestique genevoise. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et c'est un musée qui dépend du musée d'art et d'histoire. Cette maison est un monument historique d'importance nationale. Il est classé sur le plan fédéral pour son ancienneté, pour ses particularités et historiques et surtout architecturales. Vous avez remarqué sur la rue du Puy-Saint-Pierre, donc la rue où donne la façade médiévale. Vous avez remarqué sans doute la tour, vous avez aussi remarqué les têtes sculptées qui font l'intérêt, le grand intérêt de cette façade. Cette maison a appartenu à la famille Tavel, une famille seigneuriale de la ville et de la région, et qui a laissé son nom, donc c'est le patronyme de la maison qu'on utilise aujourd'hui. Et cette famille avait une maison ici, déjà attestée à la fin du XIIIe siècle, et parce qu'on sait assez peu de choses sur les origines de cette maison, si ce n'est que cette première maison Tavel est ravagée et détruite lors d'un incendie de la ville en 1334 et que la famille Tavel l'a reconstruit peu après. Et c'est les têtes sculptées comme la façade, comme la substance architecturale que vous avez ici, qui date de cette reconstruction. Donc c'est une maison reconstruite dans le deuxième quart du XIVe siècle. Dans cette partie-là, derrière vous, vous avez les vestiges de la cheminée médiévale, une cheminée monumentale, dont on aperçoit que le conduit, le canal de cheminée, et puis il faut vous imaginer un immense manteau de pierre soutenu par un pilier qui est engagé dans le mur de ce côté, qui est bien visible, qui est là, et puis un autre qu'il faut restituer par l'imagination pour soutenir tout le manteau, n'est-ce pas? Et puis, il y a sur ce mur-ci des vestiges de l'enduit médiéval aussi, avec des inscriptions, des graffitis. Il y en a qui sont peints, il y en a qui sont dessinés à la pierre, et il y en a d'autres qui sont gravés dans l'enduit. Cette grande maquette de Genève qui est représentée telle qu'elle était en 1850. 1850, c'est une période charnière pour le développement urbain. La période a été mise en place entre la fin du XVIIe
On commence à construire des bastions dans le dernier quart du XVIIe, jusque dans les années 1740, n'est-ce pas, au moment où tout est achevé. Et puis, ça tiendra encore un siècle avant d'être rasé, parce que toute cette enceinte empêchait le développement de la ville. Il faut bien penser que la ville que vous avez sous les yeux, c'est la ville ancienne. Maquette, n'est-ce pas? On appelle cette maquette aussi le relief pour maquette, enfin ce sont des synonymes. Personnel, n'est-ce pas? Personne ne lui a demandé de construire une maquette qui représente Genève, la Genève ancienne, est ici, n'est-ce pas? Le pont du Mont Blanc n'existe pas encore en 1850, il est construit quelques 13 ou 15 ans après, il est là, devant l'île Rousseau, qui est déjà là. Et puis vous avez la gare de Cornavin qui se trouve à l'extérieur de la maquette. Vous avez l'université qui est de ce côté-ci, en face de la promenade des Bastions, du 16e. Et puis, un tout petit peu devant, vous avez une maison avec une tourelle, le musée d'art et d'histoire. Aujourd'hui, on appelle vieille ville basse, avec ses rues basses ici. Il y a passablement de végétation en bordure. Un aménagement assez précoce dans une ville suisse, enfin je n'aime pas encore suisse à cette époque, mais enfin, dans une ville de la Suisse actuelle, c'est un aménagement public tout à fait remarquable et précoce. Et de très peu postérieur à l'aménagement de la ville. Alors ça c'est la plus grande pièce, c'est le salon. Voilà ce petit salon. Elle me plaît d'un salon de sa maison à Vernier. Et cet objet, un des premiers objets exotiques qui va entrer dans la collection publique à faire. C'est pour les dames ici, hein. Faut essayer. Wo ist der Winkelried? Hier ist der Winkelried. Das ist dieses Schiff, das ist der Winkelried. Da heißt das Rad hier oben. Ja, klar. Das stimmt, da steht. Die kolorierten Zeichnungen hier. Ganz wichtig. Diese Akribie, Ja. das ist das Schöne. Auch oben mit diesem Modell. Das Das Wichtigste ist immer unglaublich, diese Detail, auch bei der Kleidung und bei den überhaupt. Das ist unwahrscheinlich, diese Beobachtungsgabe, diese Leute. Es kann auch jetzt sein, Ja.
kann man sagen. Nicht immer nur passiert, abpassiert. Bei uns in Freiburg hat man so Platz. Ja. Das ist immer schön der Markt. Oh ja. Links um das Münster. Hier ist die Marktwächter. Ja. Die heißen in Freiburg der Bammert. Bammert? Der Bammert. Porträtiert. So richtig markant. Ne? Ja. Bei uns in Freiburg gibt es ja auch Marktfrauen, die Helferland im Schwarzwald. Ja. Tochter kommen aus dem Elster, die bringt dann ihre. Alors ici on est avec Monsieur Borgis, c'est l'officier d'état civil qui habituellement est de l'autre côté de cette table parce que c'est vous qui présidez aux quelques 300 mariages de l'année. À peu près, 300 c'est un peu beaucoup, mais moyenne de 200 à 230. Et qui fait quand même la commune, après la ville de Genève, qui avons le plus de mariages, peut-être dû au cadre qui entoure la salle des mariages, notamment le parc, qui incite les mariés à venir jusqu'à Vernier pour faire célébrer leur union. Alors l'état civil, ça commence en général par le mariage. Chronologiquement, c'est pas vrai, mais habituellement dans la vie d'une famille, c'est le mariage, c'est par là que ça commence. Mais je suppose que dans une commune comme Vernier, il y a d'autres événements dans l'état civil qui sont tout aussi importants. Voilà, mais simplement, je crois qu'il faut distinguer deux choses au niveau de l'état civil. Il y a les événements qui se produisent directement sur le territoire de la commune, c'est les naissances, les mariages, les décès. Et puis il y a également une institution qui s'appelle le registre des familles, où les gens qui possèdent le droit de cité sont enregistrés chez nous où que l'événement se produise. Donc un originaire de Vernier peut très bien être, même à l'étranger, se marier ailleurs en Suisse, décéder de nouveau à l'étranger. Ces différents événements sont enregistrés à ce registre des familles. Mais évidemment que pour la commune de Vernier, dans l'ordre d'importance des événements, ce sont les promesses de mariage, le mariage, les décès, les naissances étant plus rares, puisque nous n'avons ni clinique ni hôpitaux sur le territoire. Les naissances sont donc en général annoncées au lieu de naissance, souvent voilà, à la maternité. À la maternité ou à l'hôpital de la Tour, à Mérin. Notion de biographie des individus dans le cadre d'un état civil. On peut parler de biographie puisque, en principe, notamment alors au niveau du registre des familles, puisque c'est l'évolution de la famille avec, depuis les aïeux, donc depuis l'entrée au registre des familles, soit par naturalisation, soit par filiation, jusqu'à la suite, puisqu'on retrouve tous les membres d'une même famille sont enregistrés. Mais même dans le cas de personnalité, vous ne prenez pas en compte des événements marquants de leur existence?
Non, pas en état civil. Tous les événements sont marquants, mais j'entends, elle ne va pas enregistrer, disons, une élection. Il viendrait conseiller fédéral. Pour nous, ça ne changera rien au niveau de l'état civil. Ça ne changera rien sur le plan d'état civil. Sur le plan d'état civil, il devra suivre et subir les mêmes, j'allais dire, les mêmes problèmes d'état civil. Un conseiller fédéral qui voudrait se marier, on va faire la même procédure que le requérant d'asile. Alors, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mariages ici parce que le cadre est prestigieux. Et c'est vrai que la mairie de Vernier, c'est l'ancienne maison Naville. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très particulier. Une maison qui a une histoire. Elle a une histoire, puisqu'elle est quand même ancienne, puisqu'elle a été construite en 1762. Et que ensuite, elle a vu continuer son histoire par sa transformation, si on résume, sa transformation tout d'abord en institut d'éducation pour jeunes gens, ceci à la demande du pasteur François Naville, et c'est là qu'elle a pris ce nom de Maison Naville, puisque le premier propriétaire qui a fait construire un immeuble était un émigré italien, M. Antoine Josué Diodati. Donc ce titre de Maison Naville, elle l'a pris quand le pasteur Naville est venu s'installer et qui a œuvré, disons, sur le plan communal, puisque c'est aussi dans ce bâtiment qu'il a recélébré le culte protestant après la destruction du temple au moment des événements. Notamment la révocation des voilà. Et puis évidemment que c'est lui qui a redonné un bout de terrain de la propriété pour pouvoir enterrer les protestants dans le cimetière de Vernier, puisqu'avant, le cimetière de Vernier était réservé aux catholiques et que ceux qui n'avaient pas cette religion devaient choisir un autre lieu de sépulture, et particulièrement dans la région du Grand Saconnet. Oui. Par la suite, la maison, elle a vécu son existence propre. Dans les années 60, il a été de plus en plus fortement question d'en faire la mairie de Vernier. Voilà. Alors, donc, on a été, il y a eu des... Qui se trouvait à l'étroit dans l'ancienne maison. Dans l'ancienne mairie. Donc, dans l'ancienne, où se trouvait actuellement la BCG, puisque l'administration a repris ce bâtiment. Et il devenait nécessaire, avec l'augmentation de la population à Vernier, d'augmenter les structures administratives et de trouver un autre lieu. Alors un premier projet avait été envisagé de construire en prolongation de l'école des Ranches et de la Poste, un bâtiment qui aurait servi à l'administration. Et puis ensuite, il y a eu les contacts avec les héritiers de la famille Naville pour l'achat du domaine, avec possibilité de transformer le bâtiment en siège de l'administration municipale. Mais chose qui ne s'est pas fait facilement, puisque certaines personnes et certains partis politiques étaient d'accord sur l'achat de la propriété, mais n'étaient pas pour la rénovation du bâtiment, plutôt sa destruction, la construction d'une mairie moderne. Et même certains souhaitaient que la mairie soit construite au centre de la commune. Alors, à quel endroit, je ne sais pas, puisque... C'est un peu compliqué. Hein, le centre étant à peu près au niveau des moulins, oui, au bord du Rhône. En réalité, on retrouve ce phénomène à chaque génération, puisque toutes les générations ont leurs envies de destruction et de reconstruction de neuf.
En tout cas, c'est une maison fort belle que nous visitons et puis qui recèle de nombreux secrets et puis de fort belles pièces. Alors effectivement, il y a quelques souvenirs du temps passé puisque le bâtiment et ainsi que l'intérieur des pièces a été classé. Par exemple, les 2 peintures situées au-dessus des portes sont d'origine et ont été classées, si bien que l'on ne pourrait les transformer ou les détruire, de même que certaines cheminées, l'escalier d'entrée. Donc, ce sont toutes des pièces depuis l'origine.